Bonjour Tania Rachaud, Bonjour. vous êtes docteur en droit européen et chercheuse associée à l'Université Paris-Saclay et spécialisée dans les questions relatives aux droits fondamentaux. Et c'est pour ces raisons que dans le cadre du festival Horizon, vous avez été invitée pour faire une conférence qui s'appelait Migration, pourquoi en parle-t-on tout le temps? Et c'était en amont d'une pièce de théâtre au Palace le jeudi 5 juin à 18h30 à Périgueux. Oui, tout à fait. J'étais ravie effectivement de pouvoir discuter du sujet dans le cadre de ce festival qui a abordé plein de thématiques autour des migrations. Et donc je suis aussi venue en tant que consultante pour l'association des Infox Migration. C'est une association qui essaye de mettre en lien la recherche et les médias, les journalistes, parce que en fait on a assez rapidement constaté que les productions issues de la recherche, que ce soit par les économistes, les juristes ou les politistes, eh bien, sont assez éloignées des considérations politiques, du discours politique et aussi finalement donc du reflet médiatique qui en est donné. Parce que, et c'est un des points qui est évoqué dans la conférence, aujourd'hui dans les journaux, dans les médias, eh bien finalement quand on parle de migration, c'est soit parce que le discours politique s'en est emparé, soit parce qu'il y a eu un fait divers qui comprenait un étranger. Et donc dans le premier cas, ce qui est important de rappeler, c'est que le sujet de la migration finalement est assez instrumentalisé par les personnalités politiques, et ça c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Europe. Et pourquoi cette instrumentalisation? Finalement, l'idée c'est d'utiliser des émotions assez fortes pour faire peur, pour créer la colère ou la haine. Voilà, on a par exemple le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit on a un demi-million de personnes qui arrivent chaque année. Voilà, ça crée un peu un sentiment de peur, alors que le chiffre est faux, hein, puisque j'ai expliqué lors de la conférence que déjà on avait des primo-arrivants qui étaient moins nombreux et qu'on était plutôt autour de 350 000. Mais que par ailleurs, la plupart étaient des personnes qui ne restaient pas, puisqu'on a un tiers qui sont des étudiants et étudiantes, et que surtout, la mesure fiable, c'est le solde migratoire. C'est-à-dire la différence entre les personnes qui entrent et qui sortent sur une année. C'est comme ça qu'on sait réellement combien il y a de personnes en plus sur une année. On est plutôt autour de 150, 180 000, ce qui est quand même très éloigné du coup du demi-million qui est présenté pour faire plutôt peur. Oui, le surplus finalement. Et en fait, ça déteint même jusqu'au Premier ministre qui avait dit qu'il y avait un sentiment de subversion, hein, c'est bien ça. Oui, exactement. Ce sentiment de submersion, c'est très intéressant d'avoir dit que c'était un sentiment, puisque finalement, le Premier ministre reconnaît que c'est une sensation que peuvent avoir des Françaises et des Français, mais il ne s'interroge pas forcément sur la réalité. Et donc, il veut essayer de traiter ce sentiment. Mais ce sentiment, il est créé par quoi? Par l'omniprésence dans le discours politique du sujet. Clairement, on voit bien que finalement, c'est ce qui va permettre d'emporter de l'adhésion de partis politiques d'extrême droite et à droite maintenant, qui se sont emparés du sujet. Et encore une fois, c'est vrai en France, mais c'est vrai au Danemark, c'est vrai en partie en Suède, en Allemagne. Le chancelier a beaucoup changé de discours par rapport à Angela Merkel, en utilisant voilà, les étrangers comme variable, en disant que d'une part, ils étaient trop nombreux et donc que ça pesait sur le système global du pays, que potentiellement il y avait des étrangers qui étaient des délinquants. Voilà, et alors que finalement, si on s'intéresse à ces personnes, parce qu'effectivement, il y a une partie des Françaises et des Français qui se sent un peu laissés pour compte aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que on voit qu'on a un fonctionnement du service public qui est défaillant. On peut penser aux déserts médicaux ou même dans les hôpitaux publics, les problématiques d'accueil ou encore dans l'éducation. On a toujours régulièrement des questionnements sur les enseignants, leur remplacement. Et ça, finalement, c'est des difficultés qui existent, qu'il y ait ou pas des étrangers et des étrangères, mais simplement c'est plus simple de les désigner comme une partie des responsables plutôt que de s'interroger vraiment sur le fond du problème. Ça crée, oui, une réaction quand une action est de supprimer tous les services publics et donc le social en pâtit finalement. Et puis après, c'est la réaction qui est que ça crée des heurts dans la société.
Oui, exactement. Et ça, tout ça, ça n'a aucun lien finalement avec la problématique de l'immigration, hein. Il y a une étude de Destin commun, qui est un organisme qui a essayé de s'interroger un peu sur comment est-ce que les Français pensent, mais qui ne généralise pas à partir d'un profil type, c'est-à-dire il ne va pas dire toutes les femmes de plus de 40 ans qui sont CSP pensent ça, mais il s'est interrogé un peu plus sur les valeurs des personnes et l'association Destin commun a classé les Français en 6 familles de valeurs pour justement mieux comprendre leurs approches de différents sujets, hein. Mais il y a une étude spécifique sur la migration. Oui, c'est l'étude Parlons Migration de Destin commun. Mm. Est-ce qu'à Desinfox Migration, est-ce que vous avez traité le sujet du coût donc financier de l'immigration? Parce que certains partis sortent des chiffres, il y a d'autres études qui montrent d'autres chiffres. Après, avec des observatoires où on ne sait pas trop qui dirige, qui finance ces observatoires, ces études. Quel est le coût globalement? Est-ce que c'est raisonné de croire que les milliards ou millions de l'immigration sont équivalents à tous les milliards qui sont perdus pour des questions d'évasion fiscale ou autre aide aux grandes Alors, entreprises? moi, je suis pas économiste, donc c'est pas le sujet le plus simple pour moi, mais ce qu'on en ressort quand même de façon plus structurelle, c'est que, bon, déjà, c'est difficile de mesurer toute la politique concernant l'immigration, puisqu'elle concerne des postes différents. Il y a eu des moments où on peut dire, voilà, c'est 1 milliard le coût de l'AME, de l'aide médicale d'État, c'est 1,8 milliard le coût de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Bon, mais ça ne nous dit pas vraiment les effets que ça peut avoir aussi sur le long terme, etc. Ce qu'on peut savoir, par exemple, c'est qu'il y a des études qui ont concerné l'intégration sur le marché du travail des personnes étrangères. Et il y a eu cette interrogation parfois de savoir est-ce que ça ne va pas avoir un effet négatif sur le salaire des Français ou sur le chômage. Et en fait, non, c'est assez intéressant puisque les économistes ont ressorti plutôt un effet zéro, c'est-à-dire intégrer les personnes sur le marché du travail. Sur le long terme, ça n'affecte ni les salaires ni le chômage, et c'est un effet plutôt zéro, donc ça veut dire que ça ne bonifie pas non plus forcément. Neutre. Mais ouais, exactement, neutre. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est un peu l'image du gâteau, c'est-à-dire que si on imagine qu'on intègre les personnes étrangères dans le marché du travail, il ne faut pas s'imaginer que si on a un gâteau qu'on découpe en parts, on découpe des plus petites parts parce qu'il y a plus de personnes. En fait, c'est un plus grand gâteau qui est créé. Et l'Espagne, par exemple, l'a compris, puisque le Premier ministre, il a un discours complètement opposé à tous ses collègues européens, puisqu'il dit, est-ce qu'on veut avoir une Espagne prospère et donc on a besoin de l'immigration, ou est-ce qu'on veut avoir une Espagne sans étrangers, étrangères, mais qui soit pauvre? Et donc, ils ont choisi la première option et c'est les seuls à avoir leur produit intérieur brut augmenté en 2024. Ouais, sinon, pour clore le sujet, il y a des infographies qui sont très représentatives, avec la part de la fraude sociale qui est à une centaine de millions, et la part de la fraude fiscale, l'évasion fiscale, qui est à aujourd'hui 120 milliards, donc 1000 fois plus. Exactement, tout à fait. Voilà, il y a des sujets. En fait, on détourne un peu. L'immigration, c'est une façon de détourner, de ne pas parler justement des sujets qui sont d'intérêt plus structurel. Les étrangers en France, les personnes qui n'ont pas la nationalité française, c'est à peu près 8% de la population française. Mais si on s'intéresse aux questions de fraude sociale, d'éducation, de santé publique, ça affecte un peu plus de personnes que les 8%. Et ça aussi, c'est assez intriguant de se dire qu'on concentre autant d'énergie, de temps de parole à ces personnes-là, qui pourraient être aussi intégrées sur le marché du travail plus facilement pour que ça bénéficie à tout le monde. Et par ailleurs, juste pour l'observatoire que vous avez mentionné, on sait très bien que c'est financé par Pierre-Édouard Serret. En fait, il n'y a pas de mystère. C'est financé par le Fonds commun, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Qui n'a pas souhaité venir en commission parlementaire d'ailleurs pour se justifier. Et donc ça fait la transition parfaite. En fait, il y a une concentration des médias qui date pas d'hier. Où elle est orientée cette concentration des médias? Comment vous la voyez, vous, en tant que Desinfox Migration? Alors, c'est effectivement un sujet qui est assez important, la concentration des médias d'une part, et d'autre part aussi le fait que l'économie des médias est un peu difficile, ce qui implique aussi que finalement les journalistes ne sont pas dans une posture facile, et aussi sur le très long cours, ça implique que parfois que ça ait pour conséquence des profils plus lisibles, plus stéréotypés, moins de nuances, parce qu'en fait les journalistes aujourd'hui ont moins le temps, moins de financement pour réaliser leurs reportages, leurs papiers. Alors après, de façon aussi plus générale, on a participé, nous, au lancement de la charte de Marseille, qui date de fin avril. Et la charte de Marseille, en fait, c'est une charte
sur l'information et l'immigration, qui a été rédigé par des journalistes pour les journalistes, dont l'objectif est de responsabiliser en fait les journalistes sur le sujet des migrations, c'est-à-dire de rappeler justement qu'il ne faut pas véhiculer des stéréotypes, qu'il faut faire attention aux fausses informations qui seraient annoncées, enfin qui seraient dites dans le discours politique, voilà, de les corriger, de faire attention aux images utilisées, parce qu'on est un peu sur une image unique quand on parle de migration, avec des gens sur un bateau qui reflètent quand même pas la réalité de la migration. Et donc voilà, cette charte de Marseille, elle sert aujourd'hui à permettre des discussions au sein des rédactions autour de la meilleure façon de traiter le sujet de la migration. Il y a des journalistes qui nous ont dit que ça brise un peu la solitude quand on travaille là-dessus, d'avoir un collectif qui s'est penché dessus. Et donc aujourd'hui, il y a 40 rédactions qui ont signé, plus de 250 journalistes individuels qui ont signé la charte. Et on va essayer de la faire vivre davantage au sein des rédactions en proposant des formations, des temps collectifs de réflexion. Maintenant, sur les médias Bolloré, puisque c'est un peu le sujet, je pense, quand on parle de la concentration des médias, évidemment, la charte de Marseille a vocation à être utilisée par toutes les rédactions. Et je pense que au sein de ces rédactions, il y a aussi des profils variés. Néanmoins, la réaction de, par exemple, Frontières, CNews ou Sud Radio, eh bien, face à la charte de Marseille, elle a été unique. Donc déjà, il y a une ligne éditoriale commune très forte, de dire que c'est une charte pour cacher la vérité sur l'immigration, mais par ailleurs, en termes de déontologie assez faible, puisqu'il n'y a aucune personne du collectif qui n'a jamais été contactée par aucune personne de ces médias pour en discuter. Alors que, bon, moi je ne suis pas journaliste, mais il me semble que c'est une partie quand même importante de pouvoir avoir la contradiction ou la discussion quand on parle d'un sujet. Donc voilà, c'est effectivement une difficulté. Maintenant, c'est des médias dont on sait quand même l'orientation et il y a aussi plein de... Aujourd'hui, on voit quand même que les Français s'informent encore beaucoup avec, par exemple, la presse quotidienne régionale, les radios régionales, évidemment. Et donc, ça reste possible de s'informer et d'avoir des informations viables autrement et d'avoir conscience aussi un peu de l'orientation de ces médias. Et grâce à cette charte de Marseille, donc. Mais il y a aussi les médias Internet avec donc les plateformes, la plupart américaines. Et quelle est leur orientation politique sur ce sujet donc on parle de TikTok, qui est chinois aussi, mais bon, qui est en voie de rachat par des Américains pour la partie US. Et puis bien sûr Facebook, Meta, Alphabet avec Google, bon, tout ça. Alors, les GAFAM. nous, on n'investit pas aujourd'hui en immédiateté ces plateformes. Ce qui se passe en réalité, c'est que, et c'est pour ça que dans la charte de Marseille, il y a la question de la contradiction, ou en tout cas de la correction des fausses informations qui est importante, parce que finalement, aujourd'hui, quand on a une personnalité de droite ou d'extrême droite qui va dire des choses fausses sur l'immigration, à la télé par exemple, et donc c'est une capsule vidéo qui va être isolée et qui va être diffusée par la suite sur tous ces réseaux. Et donc c'est pour ça que c'est important d'outiller les journalistes pour qu'ils puissent réagir immédiatement et éviter finalement qu'on puisse trop isoler ces propos et les répandre sans qu'il n'y ait jamais la contradiction à côté. Bon voilà, nous on s'interroge quand même sur ces réseaux, sur leur utilisation, mais il y a quand même, oui, une manipulation des algorithmes qui est claire et volontaire. Mais voilà, là c'est un vaste sujet encore, un chantier. Et donc on parlait de l'Empire Bolloré tout à l'heure. Il faut connaître aussi un petit peu Bolloré. Est-ce que vous avez... on peut faire de la pédagogie un peu sur son parcours, parce qu'il a tout un historique sur ce qu'on appelle la France-Afrique. Et donc il a été mis en examen notamment au Togo. Et il possède, avec Bolloré Logistique, il possédait un grand nombre de sociétés portuaires, d'autoroutes. Est-ce qu'on peut remettre aussi ces infos-là sur le devant de la scène, parce que donc, quand il y a un média qui est financé par un milliardaire, il faut connaître ce milliardaire. Oui, c'est vrai, et peut-être on peut se dire que c'est assez intriguant d'avoir à la fois investi effectivement des territoires africains et paradoxalement de donner une impression qui n'est pas réelle que les personnes de certains pays d'Afrique viendraient davantage en Europe. Pour revenir à des faits réels, eh bien, le couloir de migration Afrique vers l'Europe, c'est le 10e couloir mondial. Ça veut dire qu'avant, il y a toute
un tas de personnes qui se déplacent dans d'autres endroits dans le monde. Et donc, parce que derrière l'idée de la submersion migratoire, il faut quand même être transparent aussi. Il y a cette idée qu'on aurait particulièrement des personnes qui viendraient de pays africains qui se rendraient vers l'Europe. Mais alors moi, par ailleurs, je suis juge de l'asile aussi, et je vois des dossiers de demandeuses et demandeurs d'asile, et il est quand même assez évident que dans la plupart des cas, les personnes se sont déplacées, déjà évidemment parce qu'elles ont subi des persécutions, mais surtout elles se sont déplacées d'abord dans une zone géographique proche. Quand on voit les Soudanaises ou les Soudanais, ils sont restés d'abord dans des pays limitrophes, par exemple, puis parce que il y a souvent aussi des réseaux de passeurs qui engrainent ce système, ou parce qu'il y a eu d'autres difficultés dans ces pays. On continue le parcours, mais les parcours d'exil durent des années, et l'objectif n'est pas directement l'Europe. Et donc c'est juste pour dire que plus on connaît normalement ces pays, plus on se rend compte de la complexité du sujet, et on ne peut pas le traiter d'une façon qui serait simpliste. Les personnes qui viennent de pays africains veulent venir en Europe. C'est quand même très faux. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que encore une fois l'Espagne, parce que je travaille aussi sur ce pays, le discours du gouvernement n'est absolument pas le même. Le discours gouvernemental est justement de mettre en avant le fait que la question de la migration est très complexe, y compris dans les pays africains, qui sont parfois des pays d'immigration, d'émigration, de transit, tout ça à la fois. Et donc on ne peut pas considérer comme un pays n'importe lequel qui serait simplement un endroit où tout le monde émigre. C'est vraiment faux en pratique, et c'est nier la réalité de la migration et sa complexité. Et pour revenir sur le sujet de la France-Afrique, même si Bolloré est entre guillemets chassé de ses concessions portières à cause d'accusations de corruption, il y a quand même des outils économiques comme le franc CFA qui perdurent malgré les années. Donc on voit le temps passer, et quand même l'indépendance économique des pays d'ancienne Afrique française n'est toujours pas là. Ouais, alors là, moi déjà, je suis pas économiste, donc je pense que ça, clairement, là, vous m'emmenez sur un terrain que je peux pas, j'ai pas trop de choses à vous dire. Bon, mais donc on a quand même une part de responsabilité, mais on peut quand même aussi dire que ce sujet, le colonialisme, n'est pas Le traité néocolonialisme. sur les... Oui, le néocolonialisme n'est pas traité, et donc de ne pas en parler dans les partis qui sont contre l'immigration et qui ont pour tête de pont ce sujet en particulier à chaque fois, c'est en fait légitimer la continuité. Oui, exactement. Il y avait un sujet qui était hyper intéressant là-dedans, c'était le départ des pêcheurs sénégalais du Sénégal, et notamment donc vers les îles Canaries. Je me souviens, moi j'ai traité de ce sujet notamment dans un livret que je proposais aux collégiens, et je mettais un article d'un média de désinformation, et qui donnait donc l'impression que les pêcheurs fuyaient la pauvreté, point. Et donc il y avait une fuite massive des pêcheurs sénégalais. Et ensuite j'avais mis un article du Monde diplomatique à côté qui expliquait en fait que il y avait eu un accord de l'Union européenne, de la Chine et de la Chine avec le Sénégal pour que des bateaux, des chalutiers donc de l'Union européenne et chinois puissent venir se servir des poissons au large des côtes sénégalaises. Et donc la conséquence immédiate a été en fait une baisse de la possibilité de pêcher, tout simplement, pour les Sénégalais. Et donc on voit que finalement c'est cette forme de néocolonialisme qui a précipité une partie des départs, mais donc d'une façon peut-être non réfléchie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas se passer justement de cet axe-là de compréhension, de se dire qu'il y a eu cet accord de pêche qui a été adopté pour comprendre l'ensemble des départs ou des migrations sénégalaises. Pour revenir sur le sujet en France, désintox migration, donc vous avez aussi forcément un côté au niveau médiatique pour de la pédagogie, mais aussi vous êtes en lien avec des associations sur le territoire. Quelle est la situation en ce moment ? Pour les associations, effectivement, on sent que ce qui est très compliqué, c'est la baisse des budgets de toutes les associations. Alors évidemment, il y a les programmes américains qui ont fermé, qui ont des impacts immédiats, par exemple sur Action contre la faim, qui doit clore des actions dans certains pays, mais par ailleurs, les associations qui œuvrent aussi en France se sentent très ciblées. On voit là, par exemple, la nouvelle proposition qui est d'écarter les associations des centres de rétention administrative pour remplacer par l'Office, l'Office français d'immigration et de l'intégration. En fait, c'est difficile de statuer, parce qu'évidemment, l'Office pourrait tout à fait conseiller juridiquement très bien les personnes en centre de rétention administrative ou pas.
Mais en tout cas, actuellement, on a un directeur général de l'OFII qui ne se gêne pas pour écrire et collaborer avec l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui est financé par Terrain. Donc, il y a des questionnements qui sont soulevés à ce sujet et c'est le débat en ce moment là des associations en centre de rétention administrative. Et de façon générale, je pense que les associations ont en tout cas besoin de voir qu'elles sont pas seules forcément sur le sujet et que justement la recherche soutient largement les positionnements des associations, mais en tout cas ne va clairement pas dans la direction du discours politique. Et sur le plan médiatique, récemment, donc, enfin tout le temps, il y a toujours une dominance des faits divers dans l'actualité politique. Oui. Et à quel point donc ça dessert tout le travail de Desinfox Migration petit à petit. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que le sujet de la migration émerge soit parce qu'il y a un discours politique, une proposition de norme, voilà, soit parce qu'il y a eu un fait divers, un assassinat, voilà, de ce type. Et donc, dans ce deuxième cas, on a maintenant cette impression un peu que tous les étrangers et étrangères seraient des délinquants. Et d'ailleurs, maintenant, il y a cette assimilation des personnes sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. On a l'impression que c'est des délinquants, alors que la seule raison pour avoir une obligation de quitter le territoire français, c'est la situation irrégulière, sans aucun lien avec une éventuelle délinquance, et c'est évidemment la grande majorité des personnes qui n'ont qu'une situation irrégulière. Et donc voilà, ça donne cette fausse impression maintenant que l'étranger est un délinquant, et donc est effrayant. On revient à cette idée des émotions fortes. Ce qui est intéressant, et ce que je présente régulièrement, c'est un média régional allemand qui a fait un essai en fait de préciser la nationalité des délinquants quelle qu'elle soit, c'est-à-dire y compris si c'était des Allemands ou des Allemandes. Et donc ils sondent ces lecteurs, ce média régional allemand, le Sächsische Zeitung, et les lecteurs disent bah oui, j'ai peur des étrangers, j'adhère aux idées de l'extrême droite. Et donc pendant quelques mois, il fait ce test de donner la nationalité systématiquement. Et finalement, il en ressort après le nouveau sondage que les lecteurs ont moins peur des étrangers, puisque évidemment la criminalité est avant tout nationale. Bien sûr, ce qu'il en ressort, c'est que ce sont des Allemands qui commettent la grande majorité des crimes et des délits, et donc et que les idées de l'extrême droite reculent aussi. En revanche, ce qui progresse, c'est un sentiment d'angoisse générale, parce qu'évidemment, on réalise que on ne peut pas tout simplement déplacer des personnes pour régler des problématiques de criminalité. C'est vrai en Allemagne, mais évidemment ce serait vrai en France aussi. Et donc c'est assez intéressant de se dire que là, à nouveau, on déplace le problème sans en apporter une réelle solution. Il y avait eu ce débat sur le plateau de C'est à vous, un député européen qui dit, vous voyez, on a parlé du procès Pellico et du meurtre de Philippines, et au moment du meurtre de Philippines, vous dites donc que cette personne est marocaine, mais vous ne dites pas la nationalité des accusés du procès Pellico, et condamnés d'ailleurs maintenant. Et les journalistes sur le plateau ne comprennent pas la question en fait. Ça se voit, c'est intéressant, ils ne comprennent pas pourquoi il dit ça, et donc ils expliquent, vous me faites un procès d'intention, ça fait du sens, c'est évident. Voilà. En réalité, ce qu'il veut dire, le député européen à ce moment-là, c'est que le sujet, ce sont les violences faites aux femmes, ce n'est pas la nationalité ici. Et donc évidemment, on ne dit pas qu'il ne faut jamais donner la nationalité, on dit simplement qu'il faut que c'est une cohérence et que ça ne cache pas le débat réel. Et donc, au lieu de parler de violences faites aux femmes, on en vient à parler de déplacement des étrangers. Et c'est ça la problématique, en fait. Ça couvre, encore une fois, le débat de fond qu'on devrait avoir. Et on n'a pas parlé aussi du meurtre d'Abou Bakr Cissé. Et en fait, on revient jamais sur l'origine des motivations. Il y a quand même une raison première avec cette pression médiatique concernant juste une minorité de la population et une religion en particulier tout le temps. Et donc il y a toujours des causes. La pression médiatique aussi peut créer donc ce genre d'assassinat, et sans parler aussi des raisons géopolitiques. Il y a aussi l'alignement peut-être avec toutes les révolutions arabes et puis l'intervention en Libye, la Syrie. Et puis en 2015, il y avait aussi du coup les attentats du Bataclan qui sont liés avec ces événements géopolitiques. On ne peut pas le nier. Non, bien sûr, mais après, il y a des difficultés, il y en aura toujours géopolitiques. Là, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle davantage de santé mentale, et souvent, on a quand même cette problématique qui ressort. Qu'on fait face à des personnes qui ont disjoncté aussi. Alors, c'est difficile de généraliser. C'est comme généraliser la migration.
les faits de délinquance ou d'attentats sont aussi liés à des situations complexes. En France, on avait des personnes qui étaient françaises, d'autres pas, qui ont commis des attentats. C'est compliqué d'en faire une généralité et de s'interroger justement à quel degré les médias ont une conséquence immédiate. On a l'impression peut-être que l'isolement ou encore une fois le côté laissé pour compte peut-être domine souvent la décision de passer à l'acte. Mais c'est trop complexe et moins mon domaine de spécialité pour qu'on puisse en tirer vraiment des conséquences. Il y a des raisons économiques et ça aussi on en a parlé. Et merci Tania Rachaud pour cet échange ensemble sur cette conférence Migration, pourquoi en parle-t-on tout le temps? Et c'était au théâtre Le Palace à Périgueux le jeudi 5 juin. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence. On en a un bref exemple avec cette discussion. Merci beaucoup. Eh bien, merci Tania Rachaud, docteur en droit européen, chercheuse à l'Université Paris-Saclay de Desinfox Migration. Merci.